Et rebonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Encore une fois, nous sommes vendredi 17 mars 2023 et je continue les réflexions à partir de cet ouvrage de René Jean Dupuy, L'humanité dans l'imaginaire des nations. Alors c'est un peu rébarbatif, je pense que voilà, ça fait beaucoup de vidéos à partir de cet ouvrage, mais c'est essentiel pour moi pour préciser et puis dérouler en fait les, la, la théorie que je développe sur le site mécaniqueuniverselle.net et qui essaie de démontrer justement que l'humanité dans son ensemble évolue vers son ultime perfection. Et donc à partir de cet ouvrage qui est une merveille en fait, hein, qui a vraiment une vision universelle des choses. René Jean Dupuy, c'était un juriste en droit international et, euh, et avec cette vision justement universelle des choses. Et alors, d'après l'évolution de... Là, j'en suis à la page 99. Et je découvre en même temps que je lis, hein, voilà, c'est comme ça que je pratique. Je pense qu'il y a pas une, il y a la vision de l'évolution de l'humanité vers quelque chose, mais quand il a écrit cet ouvrage, c'était dans les années 90, donc il a été publié en 91. Le communisme venait d'être vaincu par le capitalisme. On se retrouvait avec une sorte de chaos, avec quelque chose qui pouvait... ça rendait un peu illisible le principe de l'évolution et en même temps, ça lui donnait du crédit, plus ou moins le, les, la pensée pouvait imaginer que, bon, ben, maintenant, on sortait du principe de la guerre, de la dualité entre communisme, capitalisme, et qui avait clairsemé, qui avait parsemé le siècle, le XXe siècle, hein, pour une grande part, hein, depuis que la révolution bolchevique s'était déroulée. Ce combat n'a cessé de se faire sur tous les plans. Et je pense que même l'arrivée d'Hitler, elle a été soutenue parce qu'il se prétendait pouvoir anéantir le communisme, en somme. Et il y a eu ce combat sur tous les continents, entre l'URSS et les États-Unis, et l'Europe, on pourrait dire, et l'Occident. Ce combat s'est déroulé par victimes interposées en Afrique, en Amérique latine, enfin bref, un peu partout dans le monde. Voilà. Alors donc on pouvait imaginer que la chute du mur de Berlin, l'arrivée de ces ex-pays communistes, Russie, Chine, etc., du côté du capitalisme, allait pouvoir arrêter les choses. On se rend compte maintenant, 30 ans après, qu'il n'en est rien et que le monde, l'Occident s'est trouvé d'autres ennemis, l'islam, etc. Voilà. Il y a eu tout un... La guerre a continué, en somme. Hein, le principe de la guerre a continué. Et ça enlève de la visibilité, en fait, sur une évolution positive. Et pourtant, selon ma théorie, l'humanité évolue progressivement vers son ultime perfection, à son rythme, et il lui faudra encore du temps pour atteindre ça, il faudra peut-être encore quelques siècles pour atteindre cet état-là, mais on n'est pas loin de cet état, d'un fonctionnement universel. On a construit toutes les structures, ONU, UNESCO, OMS, etc. Voilà, donc je reprends la lecture, je découvre en même temps et je commande si je sens qu'il faut le faire.
Alors, mythe et contre-mythe, état de nature, communauté et société internationale. Alors, sans analyser ici tous les mérites attribués à l'Organisation internationale pour le développement de relations pacifiques et fécondes entre ses membres, c'est exactement ce qui... ces organismes ont une activité énorme, mine de rien, même si pour l'instant l'ONU est encore sous la coupe, n'a pas pris son état de puissance. Il est destiné à devenir la puissance, le père de toutes les nations, un père juste et suffisamment fort pour pouvoir empêcher n'importe lequel de ses enfants d'abuser qui que ce soit, donc de pouvoir dominer tous ces enfants. Actuellement, certains de ces enfants le dominent. Voilà, quand les USA dominent l'ONU, et pareil, le fait de pouvoir s'opposer, les Russes, à certaines résolutions de l'ONU, les Russes, les Chinois, etc., les pays émergents, fait que, pour l'instant, l'ONU est squattée, en somme, par ses fils, par ses fils aînés, quoi, hein, en somme. Et c'est injuste. C'est ce qui fait que le monde est encore avec cette violence. Parce que certains de ses fils peuvent abuser le père. Et, ça arrive dans toutes les familles. Hein. Parfois, le père, certains enfants font taire les pères. Bon, et là, l'ONU devra prendre le pouvoir. Et c'est ce qui se fera dans quelques temps. Il faudra encore un peu d'évolution pour ça. Alors, il convient pour s'en tenir à l'action directe de l'institution sur l'agresseur de dissiper certaines ambiguïtés terminologiques qui entretiennent les images mythiques de l'état de nature face à la société institutionnalisée. On croit qu'il n'y a qu'à, formule typique du mythe-erreur, passer du premier au second, de l'état de nature à l'état institutionnalisé, ça suffirait pour gérer les pulsions humaines. On se rend bien compte que ce n'est pas le cas. Mais par contre, en passant sur le système institutionnalisé, en passant des lois de la nature, des instincts qui nous dominaient quand nous étions équivalents à nos frères chimpanzés, quand nous étions des primates naturels, nos instincts nous dominaient. En faisant évoluer ces instincts sur la culture, ils sont toujours présents. Nos instincts de dominer autrui sont là, toujours. Mais on peut les dominer. Parce que on les a sortis de l'instinct pur. Et c'est grâce à ça que l'humanité évolue en réalité. C'est en pouvant travailler ses instincts. Et c'est ce que l'humanité fait depuis la nuit des temps. Hein. Voilà, et depuis qu'elle est en société. Donc, en réalité, la vie internationale est autrement complexe et met en synchronie l'un et l'autre avec la communauté des nations. Communauté et société internationale, ces deux expressions couramment utilisées, indifféremment comme des synonymes, recouvrent des notions distinctes. Toute société suppose une communauté de base. En revanche, la communauté n'est pas nécessairement organisée en société. Déjà, au lendemain du premier conflit mondial, le projet wilsonien tendait à faire passer la collectivité des nations de l'état de nature à l'état de société. En réalité, une telle mutation suppose que sur le premier est venue se greffer de façon spontanée une communauté, sous l'effet de facteurs de solidarité.
La vieille distinction de Tauhénis entre communauté et société est ici parfaitement applicable. La communauté est l'expression d'un phénomène naturel fondé sur l'interdépendance objective telle qu'elle résulte au plan international de l'exiguïté nouvelle du monde consécutive à l'essor des techniques de communication et d'échange. La société est non plus un fait spontané, mais le fruit d'un vouloir délibéré, rationalisé et définissant un ordre légal. Et ça, c'est valable pour la société ordinaire, mais pour la société des nations, c'est la même chose. Et donc, on ira vers cette puissance. Elle se concrétise dans l'organisation internationale, l'ONU, par exemple. Cette société organisée pourra à son tour agir sur la communauté de base et la consolider. Ainsi, la communauté internationale ne se réduit pas à l'ordre institutionnel. Elle existe déjà dans l'ordre relationnel où elle exprime les rapports d'interdépendance qui lient ces États dans des conventions, des coutumes, des principes généraux. Elle a donc déjà brisé avec l'état de nature, c'est clair, depuis longtemps. La poussée des facteurs de coopération l'a fait entrer en société, c'est-à-dire dans une structure institutionnelle centrée sur des finalités communes à ses membres que ce cadre organique devrait permettre d'atteindre plus sûrement que les simples accords du droit relationnel. La communauté est donc, selon les matières relationnelles, conventionnelles et institutionnelles organisées. Ainsi encore, la communauté est à la fois antérieure à la société, puisqu'elle lui donne naissance par son besoin d'intégration, intérieure à elle pour tous les domaines dont elle a attribué la connaissance à l'organisation et extérieure à elle, car diverses questions ne sont pas couvertes par la charte institutionnelle ou par le droit dérivé issu du fonctionnement normatif des organes. De même, un État peut-il quitter l'organisation, il ne s'évade pas pour autant de la communauté internationale. Ah, parce qu'il y a des États qui peuvent s'échapper quitter l'organisation des Nations de l'ONU. C'est assez... C'est intéressant de savoir où on en est justement à ce niveau. Parce que là, l'ONU est en gestation, elle est, on pourrait dire, dans son adolescence. Il faut qu'elle prenne l'âge de la maturité, l'âge de raison, l'âge adulte, qu'elle devienne adulte. Et effectivement, pour ça, il faut que l'ensemble des groupes humains soient, comment on dit, accepte d'être vassal ou d'être l'enfant d'un père général, global, l'ONU, et donc d'obéir à ses injonctions. Donc un père totalement juste, absolument juste et bienveillant, et donc que chacune des composantes de la famille accepte de se conformer à ce que le père bienveillant, juste, pacifiste, etc., propose. Se perpétuent des signes d'une certaine rémanence de l'état de nature entretenu par la nostalgie qu'en conservent les souverainetés. C'est clair, on est encore il y a encore cette nostalgie. Et le fait d'abuser l'ONU, par exemple, c'est la nostalgie de l'état de nature. C'est-à-dire, je veux quand même assouvir mon pouvoir. Je veux laisser mes pulsions se faire. Je déteste, je veux dominer tel autre pays. J'utilise la ruse pour pouvoir enclencher la guerre. Donc, c'est bien une
la nostalgie de l'état de nature qui a poussé à toutes les guerres qui sont là actuellement, celles qu'on est en train de vivre en Ukraine, comme celles qui se sont déroulées en, en Yougoslavie, puis en Somalie, puis enfin toutes les guerres qui ont constellé ce monde au Yémen, en Irak, en Syrie, etc., etc. C'est l'état de nature sophistiqué, mais c'est lui qui est à la manœuvre. La communauté internationale est elle-même facteur de conflit. Pour sa capture s'affrontent les forces économiques, politiques, idéologiques et culturelles de ce temps. Voilà la capture de l'ONU. Qui est-ce qui a capturé l'ONU? Eh bien, ils l'ont capturé, certains, par des forces économiques, politiques, idéologiques et culturelles. Et c'est comme ça que le système dominant, c'est logique, hein, à l'époque des Romains, c'était pareil, à l'époque des Grecs, c'était sans doute pareil, à l'époque des Égyptiens, des Chinois, etc., quand un système dominant impose ses volontés même sur quelque chose qu'il a lui-même instauré. Parce qu'en fait, par exemple, les États-Unis, c'est eux ils étaient partie prenante dans le fait de soutenir l'apparition de l'ONU, d'une organisation des Nations Unies, etc. Toutes ces choses. Et pourtant, ils essayent de le manipuler, malheureusement. Les efforts de la communauté internationale pour rétablir la paix et l'extension des conflits dont elle est elle-même l'enjeu sont à l'évidence des phénomènes synchrones. Seule la nécessité didactique impose de les concevoir dans des schémas distincts qui peuvent sembler successifs. Alors j'aimerais bien savoir si, quand il a écrit cet ouvrage, la guerre d'Irak avait été lancée. Parce que là, il y a quand même un esprit critique chez René Jean Dupuy, là. Donc c'est possible. En fait, il s'agit de phénomènes essentiellement dialectiques, mettant en antagonisme relationnel et institutionnel communauté et société, guerre et paix. La communauté internationale est en recherche de paix. Oui, bien sûr, c'est la base. Mais en même temps, elle se laisse influencer. C'est pour l'atteindre qu'elle est en voie d'institutionnalisation dans une société organisée, conçue par référence à un modèle inspiré par le mythe de la paix par l'État. Celui-ci s'étant historiquement établi sur la prohibition du recours à la force chez ses sujets et leur désarmement. La Société des Nations et l'Organisation des Nations Unies ont souhaité obtenir de leurs membres cette double renonciation. Et évidemment, quand l'ONU sera devenu tout puissant, quand il pourra influer sur l'ensemble des autres nations et leur dicter la volonté universelle, parce que l'ONU, c'est la volonté universelle en somme, hein, mais une volonté juste. Et c'est clair que si l'ensemble des nations non abusées, non manipulées, pouvaient vraiment parler chacun avec une voix et dire ce qu'ils souhaitaient, ben, ils souhaiteraient la paix, évidemment. Et donc, je pense que l'ONU, par exemple, une des premières choses, quand elle aura atteint cet état de supériorité absolue sur l'ensemble humain, demandera le désarmement général de la planète. Et c'est clair que
voilà, ça sera une des premières choses qui sera euh, instituée. La concentration des moyens de contrainte dans les mains de l'autorité centrale devait mettre en œuvre un système de sécurité collective. La Société des Nations n'ayant qu'incomplètement retiré à ses membres le droit à la guerre, c'est ça, incomplètement. Et c'est pour ça qu'ils ont encore le droit à la guerre. Normalement, ben ça sera aussi quelque chose qui se posera à mon sens. C'est pour ça que c'est très important cette lecture-là. Parce que la Société des Nations, elle retirera le droit à la guerre à chacun de ses membres. Et à ce moment-là, ben, ça ne sera pas possible d'aller dire oui, on doit aller faire une guerre préventive. Toutes les guerres qui ont été faites, là, c'est parce qu'ils se sont organisés pour dépasser l'ONU, pour sortir, pour passer par-dessus l'ONU. C'était l'ONU qui devait faire la guerre, pas des coalitions. C'est ça, tant qu'on est sur l'idée de la coalition, l'ONU est inférieure en somme. Alors, la rencontre de la communauté et de la société internationale ne devait se réaliser qu'avec l'article 2, paragraphe 4 et le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, l'un prohibant non seulement le recours à la force, mais aussi toute menace de l'utiliser, l'autre établissant un système de répression de l'agresseur. Pour autant, on retient moins l'idée de la protection d'un État contre une éventuelle agression que celle du maintien de la paix au sein de la communauté internationale. Cette notion objective se rattache au concept d'ordre public et suppose un appareil structurel, le Conseil de sécurité, pour la faire respecter, puisque tout État, en sa seule qualité de membre de l'organisation, peut le saisir d'une menace de violence. Plus qu'une norme sociétaire, la prohibition du recours à la force est une règle communautaire, puisque sa portée s'étend aux États non membres de l'ONU. Donc, il y a des États qui sont non membres de l'ONU. Et c'est ça qui est intéressant. J'aimerais bien savoir, je vais aller regarder ça. Mais en fait, la prohibition du recours à la force est une règle communautaire. Donc, il a fallu que, pour toutes les guerres qui se sont déroulées, je pense, elles ont eu l'aval de l'ONU. Les guerres en Somalie, la guerre en Afghanistan, la guerre en l'ex-Yougoslavie, la guerre en Irak, la guerre au Yémen, la guerre, etc., se sont toutes déroulées soit contre l'ONU, mais soit en cherchant à avoir l'aval de l'ONU. Et on se rend compte que ces guerres, comme par exemple celle aussi en Libye, on se rend compte à quel point ces guerres ne sont pas des guerres qui font sortir un monde du chaos, parce qu'elles sont injustes, parce qu'elles sont faites avec des intentions mauvaises, c'est-à-dire d'aller piller les ressources, d'aller mettre à genoux une nation, un pays, le ramener à l'âge de pierre, etc., par peur de sa force ou par... Voilà. Et toutes ces velléités étaient totalement injustes, en somme. C'était un ONU juste aurait... voilà, par exemple, prenons le cas de la Syrie. Bachar el-Assad refuse d'entendre les opinions divergentes qui viennent et qui veulent un changement de régime ou des élections, passer sur quelque chose de démocratique. Voilà. Donc, au lieu d'armer les opposants, et donc pousser à la guerre civile, finalement, parce que c'est ce qui se fait, la guerre civile, le chaos des frères qui se tuent entre eux, l'ONU serait allée, aurait eu un ONU très puissant, hein,
euh, serait allé là-bas, se serait interposé, aurait empêché Bachar el-Assad de bombarder son peuple, lui aurait exigé d'aller vers le vote, vers une, etc., etc., aurait empêché qu'un groupe essaye voilà, de renverser un autre groupe. Mais ce serait, ça aurait été la justice qui aurait été là. Et il n'y avait pas de chaos. C'est clair que la transition se serait faite, le peuple n'aurait pas voté pour le chaos qu'ils sont en train de vivre. Le peuple libyen n'aurait jamais voté pour ceux qui sont en train de vivre. Voilà. C'est parce que c'est les dominants qui imposent un modèle, qui imposent le chaos, la guerre, la prédation, l'esprit de clan, enfin tout, la fin de l'État, tout ce qu'on est en train de voir devant nos yeux. Donc, le fait d'abuser l'ONU pour aller au bout de ses convictions, c'est vraiment catastrophique en réalité. Donc, il faut cependant observer une fois encore que la charte est en retard d'une guerre. Elle suppose l'agression de type classique, telle qu'elle avait été hypostasiée par Hitler. C'est ça. Voilà, la charte de l'ONU, elle a pas... mais c'est un truc tellement humain. L'ONU n'a pas anticipé le fait de pouvoir être manipulée. Voilà ce qui se passe là. Eh bien, elle va mettre des lois pour... Ok, elle se fait abuser, ben c'est comme le système législatif, il évolue comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des malfaiteurs, ils trouvent une solution pour abuser de leurs congénères tout en étant dans la légalité. Ça peut être, voilà, par exemple, pendant des années, les hommes, là, dans le cinéma, ils pouvaient, ceux qui avaient la toute-puissance, ils pouvaient abuser des femmes, voilà, comme ils voulaient, parce qu'ils avaient le pouvoir, ils avaient l'argent, ils avaient les moyens de faire pression. Eh bien, l'humanité, elle a sorti des lois qui prohibent cela. Voilà. Il y a des choses qui n'étaient pas... Là, actuellement, il y a des sociétés qui utilisent le téléphone pour abuser des gens, etc. Pour l'instant, il n'y a pas de lois qui sont pendues pour ça, et on peut abuser vendre n'importe quoi à des gens. Il y a certainement des lois qui sont là, mais pas suffisamment prohibitives et pas suffisamment bien ciblées. Mais l'humanité va mettre des lois qui empêcheront cela. Voilà. Et comment ça se passe toujours comme ça. Et donc l'ONU va... C'était légitime en fait que les USA cherchent à abuser l'ONU pour faire ses propres guerres. Sauf qu'il va falloir qu'il accepte que des nouvelles lois l'en empêchent. Voilà. Et dans 20, dans 30 ans, dans 50 ans, ça sera plus possible de venir avec une fiole et de dire, voilà, il faut qu'on déclenche une guerre parce qu'il y a ça. Non, là, l'ONU fera ce qu'il aurait fallu faire à cette époque-là, c'est-à-dire, bon, vous venez avec votre fiole, on a entendu, mettez-vous sur le côté, nous, l'ONU, on va aller là-bas, on va regarder, on va voir si vous avez raison, nous prendrons en main, et pas vous, nous prendrons en main le problème pour le résoudre, et si vous avez tort, ben vous serez puni d'avoir essayé de manipuler l'ONU. Voilà. Donc, or, aujourd'hui, si cette tradition n'est pas abandonnée, multiples sont les pénétrations d'un type moins ostensible que la guerre classique comme Hitler. La planète offre le spectacle de conflits, de déstabilisation, guerres révolutionnaires et de libération. Exactement, et beaucoup de choses sont injustes. Et malheureusement, voilà, ce qui se passe, c'est que, par exemple,
là, il y a cette guerre que nous connaissons en Ukraine. Sur quoi s'appuie la Russie pour justifier sa guerre? Sur le fait que le renversement de régime n'était pas juste. L'ONU n'aurait pas dû accepter que le régime de Yanukovych, je crois que c'était comme ça qu'il s'appelait, soit démis de cette façon-là. C'était pas ce qui était prévu d'ailleurs. Donc les Russes ont un argument juste pour pouvoir aller, pour pouvoir faire une guerre. Et donc ça démarre aussi d'une manipulation. Si l'ONU avait géré la chose, elle se serait imposée en Ukraine, elle aurait dit voilà, il y a une révolte, les gens veulent quelque chose qui se passe. Là, vous avez vu, il y a eu ce Maïdan, etc. Il y a cette révolte qui est là. On vient là, on fait le tampon, on gère ça, plus de violence, et maintenant, il faut une nouvelle votation, il faut remettre au vote pour cela. Ou alors, le chef d'État a été élu pour tant de temps, il est démocratiquement élu, on accepte qu'il aille jusqu'à la fin de son mandat, et à la fin de son mandat, il faut qu'il soit... voilà, il faut qu'il y ait de nouvelles élections, et voilà. Et donc, ça se retourne aux dépens de ceux qui abusent. Et maintenant, le monde entier ne se prive pas de critiquer les Américains qui ont déclaré des guerres injustes. Voilà, sans la justice de l'ONU. Et donc, voilà ce qu'on peut dire de ça. Donc, je continue. Dans le temps de la guerre froide, le rôle pacifiant de l'ONU à leur égard s'est trouvé contrarié par le fait que la communauté internationale dont elle est issue, étant elle-même l'enjeu des conflits, était impuissante à réprimer les actes d'agression. Voilà. Tant que tant que ça ne sera pas l'ONU qui ira faire le gendarme, tant que le monde aura besoin d'un gendarme extérieur, eh bien, ça ne fonctionnera pas. Parce que le gendarme, que ce soit les Américains, que ça devienne les Chinois, que ça devienne... Il y aura de l'injustice. Ça ne peut pas fonctionner avec un gendarme qui a des intérêts. Voilà, c'est pas le chef de famille. Il faut que ça soit le chef de la famille humaine qui soit qui est la toute-puissance pour réprimer les actes d'agression. La police, par la riposte de l'organisation, révélait sa valeur mythologique, ce qui ne veut pas dire que l'organisation internationale ne prenait aucune part à la sauvegarde de la paix. Bien entendu, elle est là et c'est quelque chose d'énorme, et elle a même progressé. L'ONU, cette organisation, est en devenir, elle évolue constamment, et de plus en plus maintenant, les pays émergents qui étaient avant domestiqués par les puissances dominantes, maintenant ne se laissent pas compter et commencent à vraiment devenir juste, quoi, hein, à rendre juste l'ONU. Et l'ONU finira par être totalement juste. Voilà, c'est ce qui attend l'humanité future. Il faudra encore des décennies de travail. Voilà, il faudra peut-être encore un siècle, 2 siècles ou un siècle. Ça paraît tellement évident que c'est pas très loin. Mais quand on voit que l'ONU est née il y a 70 ans, 80 ans, et où il en est encore, on pourrait penser que c'est difficile, la prise de conscience de la société humaine, de l'importance d'aller vers un ONU juste et puissant, eh ben, elle ne se fait pas suffisamment vite, quoi. Et comme il y a des chaos encore qui sont là et qui freinent tout ça, en plus,
parce que le chaos, la guerre, là, ça freine l'émergence d'un ONU juste. Hein. L'ONU, là, il est encore plus manipulé dans tous les sens. Et il montre que son impuissance. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut, il n'est pas respecté en réalité. Donc ça ne peut pas fonctionner comme ça. Voilà, on est arrivé au bout de cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Alors c'est compliqué hein, à suivre là, mais je pense que c'est important que j'aille au bout de cet ouvrage-là. Et malheureusement, les gens sont découragés, n'ont pas envie d'entendre tout ça, parce que c'est un peu forcené, quoi. Hein, ça parle que d'une chose. Mais bon, voilà, c'est comme ça que ça doit se passer pour l'instant. Merci de votre écoute. Au revoir.